C'était ma première année d'université, je venais tout juste de déballer toutes mes affaires dans ma chambre et ma famille venait de partir. Plus tard dans la journée, mon colocataire est enfin arrivé et dès le départ, j'ai compris que ce type était la personne la plus socialement inapte que j'avais jamais rencontrée. Je me suis présentée comme Dan, lui tendant la main pour une poignée de main. Il a marqué une pause, a baissé les yeux vers mon bras comme s'il ne comprenait pas, puis il a ri et a dit « Oh !» avant de me serrer la main mollement, comme un poisson mort. J'ai dû lui demander son prénom puisqu'il ne l'avait même pas donné lors de cette poignée de main, il s'appelait Dale. J'ai tenté d'engager une petite conversation, mais il répondait par des oui ou des non, parfois ponctués de rires nerveux ou de sourires gênés. En quelques minutes, nous étions déjà assis sur nos lits, chacun sur nos ordinateurs portables, sans échanger un mot. J'étais déçue et je prévoyais de demander à changer de colocataire. N'importe qui serait mieux que Dale. Je pensais que ce n'était qu'un garçon maladroit, mais j'allais vite découvrir qu'il était bien plus que ça. J'ai rencontré quelques autres étudiants dans mon couloir et eux semblaient cool. C'était rassurant. Quand je suis revenue à ma chambre après avoir exploré le campus, le premier soir, Dale était exactement dans la même position que lorsque je l'avais laissé. Je lui ai dit « Quoi de neuf, Dale ?» Mais il n'a pas répondu. Pas vraiment une surprise. Il était 9h30, je n'avais rien de prévu, alors j'ai éteint ma lampe de chevet et je me suis couchée. Je n'ai pourtant pas trouvé le sommeil tout de suite. Dale est resté sur son ordinateur jusqu'à 3h du matin. Quand il a enfin fermé son écran, je me suis endormie rapidement. Mais je me suis réveillée moins d'une heure plus tard. Les stores de notre chambre avaient été ouverts et la lumière de la lune éclairait désormais la pièce, rendant tout visible, y compris Dale assis sur le bord de son lit en train de me fixer. Je me suis redressée, me suis frotté les yeux et lui ai demandé « Dale, qu'est-ce que tu fais, bordel ?» Il m'a chuchoté « Désolé » avant de se rallonger. Le lendemain matin, Dale était déjà sorti. J'avais l'impression que c'était la première fois qu'il quittait la chambre. C'était un samedi, le tout premier samedi de l'année, celui des orientations et des festivités du campus. Pendant que mon groupe traversait les jardins de l'école, j'ai entendu 2 étudiants devant moi dire « Mais qu'est-ce que ce type fait là ?» Je me suis penchée pour voir. C'était Dale, littéralement assis par terre, dans la terre, derrière un buisson, à frotter l'écorce d'un arbre avec sa main. La responsable de l'orientation ne l'a pas remarqué, sinon elle aurait sûrement dit quelque chose. J'ai continué mon chemin sans rien dire et j'ai fini par glisser aux 2 étudiants que Dale était mon colocataire, histoire de lancer une conversation et peut-être me faire des amis. Ils se sont excusés pour moi. On ne savait pas trop s'il fallait rire ou non, mais on l'a fait. Ces 2 étudiants sont devenus mes amis et on a prévu de se retrouver le soir même. En rentrant à ma chambre, j'ai appris que l'université m'avait trouvé un nouveau colocataire. Tout semblait s'arranger. Le soir, je suis sortie pour retrouver mes 2 nouveaux amis et quand je suis revenue, Dale était assis sur la chaise de bureau, face à la porte. J'ai dit « Oh, salut, ça va ?» Il a répondu « Rien », d'un ton plat et froid. Je me suis assise sur mon lit et j'ai allumé mon ordinateur. C'est là que j'ai remarqué que j'avais oublié de le verrouiller et toutes mes boîtes mail avaient été ouvertes, des mails que je n'avais même jamais lus. Plusieurs de mes dossiers aussi. Dale avait fouillé mon ordinateur. Quand je lui ai demandé, il a crié un nom beaucoup trop rapide et beaucoup trop fort. C'était évident. Ce gamin flippant avait fouiné dans mes affaires, mais je n'ai rien dit de plus. Je voulais juste aller dormir. En cherchant mon pyjama, j'ai eu l'impression que mes vêtements avaient été déplacés. J'ai compris que j'étais finie avec lui, que le lendemain, je n'aurais plus jamais à le supporter. Alors je n'ai rien dit. Cette nuit-là, je me suis réveillée au son d'une fermeture éclair. En me redressant, j'ai vu Dale au sol, en train de fouiller dans mon sac. Cette fois, j'ai allumé la lampe et je l'ai confronté. Il a joué l'idiot en disant « Je crois que tu as pris ma brosse à dents par erreur ». C'était la première fois qu'il essayait d'avoir de l'esprit. Mais je savais qu'il mentait et qu'il y avait quelque chose de vraiment dérangé chez lui. Le lendemain, j'ai rencontré mon nouveau colocataire. Ce n'était pas le plus sociable du monde, mais il était 1000 fois mieux que Dale. Le dimanche soir, après une discussion tranquille, nous avons éteint les lumières et sommes allés nous coucher. Pour la 3e nuit consécutive, je me suis réveillée à une heure étrange, dérangée par un bruit, un cliquetis irrégulier mais récurrent, 2 fois toutes les 30 secondes environ. Je me suis levée, espérant trouver une explication banale, un sac appuyé contre une planche grinçante ou même une souris. Mais le son venait de l'autre côté de la porte. La veilleuse du couloir était toujours allumée, alors j'ai jeté un œil par le judas. Je pouvais voir le sommet d'une tête, quelqu'un était là, penché, me tournant le dos. Et le cliquetis venait bien de la poignée de la porte, il essayait de l'ouvrir. J'ai immédiatement appelé la police du campus. Moins de 5 minutes plus tard, ils étaient dans le couloir. C'est seulement à ce moment-là que j'ai osé ouvrir ma porte.
Dale était menottée. J'en étais sûre. Je leur ai tout raconté, que c'était mon ancien colocataire qui l'avait fouillé dans mes affaires et qu'après avoir changé de chambre, je l'avais retrouvé en train d'essayer de forcer ma nouvelle porte. Ils l'ont emmené. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, suspendu ou peut être renvoyé. J'ai terminé mes années d'université comme n'importe qui, mais cette expérience cauchemardesque avec Dale, elle me revient encore parfois. J'étais à l'université de Binghamton depuis environ 2 ans et je m'étais vite constitué un grand groupe d'amis. Chaque week-end, on sortait tous ensemble, mais un vendredi soir d'octobre, alors que notre groupe n'avait pas de gros projet collectif, 2 amis proches et moi avons décidé de traîner au bord du lac, dans la réserve naturelle de l'école. Il y avait une petite clairière, de l'autre côté du lac, parfaite pour faire un feu. L'endroit était assez éloigné du campus et hors de vue des surveillants, alors parfois quelques étudiants venaient là pour boire, fumer ou prendre d'autres substances. Mais c'était rare et c'était justement ce qu'on aimait, ce coin restait plutôt secret et inconnu de la majorité des élèves. Ce soir-là, on avait simplement apporté quelques bières, on a allumé un feu et on s'est posé. Entre nous, on appelait ça une brocha, une discussion entre potes. L'alcool commençait à faire son effet, le temps filait et à force de rire, l'un de mes 2 amis s'est roulé par terre dans les feuilles mortes. C'est à ce moment-là que l'autre s'est figé et a murmuré « chut ». On a tous tendu l'oreille. Dans le silence de la nuit, on distinguait des bruits de pas, des craquements de feuilles et de branches venant de la forêt. Pris de panique, on a balancé nos bouteilles de verre dans le lac parce qu'on était tous mineurs et on savait que la police du campus patrouillait parfois pour surprendre les étudiants en train de boire ou de fumer dans les bois. Le reste des bières, on l'a fourré dans un sac. J'étais déjà bien alcoolisée et ça rendait ma paranoïa encore plus forte. Les autres devaient ressentir la même chose. La lumière du feu nous exposait à n'importe qui pouvait passer par là. Mais en vérité, cet endroit était si isolé qu'on ne voyait jamais personne s'aventurer aussi loin. Pourtant, les bruits persistaient, on aurait dit une seule personne. Puis un craquement plus fort, comme une grosse branche qui se brise, retentit non loin de nous, on a sursauté. Aucun de nous 3 n'était du genre à s'imposer ou à affronter directement ce qui nous faisait peur. Personne n'a osé crier ou demander qui était là. Au contraire, on s'est figé à se faire taire les uns les autres. Et les bruits se déplaçaient. Ça donnait l'impression que quelqu'un ou quelque chose nous tournait autour, traçant un cercle irrégulier autour de notre petit campement. C'était comme si on était piégé dans un remake de The Blair Witch Project. Des branches qui craquent, des pas lourds sur le sol, ça résonnait tout autour. Au début, on rigolait nerveusement, mais très vite, j'ai senti la terreur grimper en moi. Je ne savais plus si c'était une personne qui s'amusait à nous effrayer ou autre chose. Puis soudain, un bruit sourd a éclaté. Un tronc ou une grosse branche venait d'atterrir en plein milieu de notre feu de camp. On a tous bondi. Un de mes amis s'est levé d'un coup et a détalé sans réfléchir. Moi et l'autre, on est restés là, mi-hilar, mi-inquiet, cherchant à comprendre si c'était une blague. Et là, mon pote a poussé un cri de douleur. Quelque chose venait de le frapper en plein visage. Une autre branche, lancée avec force depuis l'obscurité. Je l'ai aidé à se relever, j'ai saisi le sac de bière et on a couru à toute vitesse vers le campus. Quand on a atteint la route qui séparait la réserve naturelle de nos dortoirs, on s'est arrêté, essoufflé. Mais les bruits continuaient derrière nous, des pas qui approchaient de la route. Quelqu'un nous suivait. Alors sans attendre, on a repris la course et on a atteint enfin le bâtiment de nos chambres. Une fois dans la chambre de mon ami, on a jeté un coup d'œil par la fenêtre qui donnait sur la forêt. Il y avait une silhouette. Quelqu'un qui faisait les 100 pas au bord des bois. À chaque fois qu'une voiture passait, la silhouette se repliait dans les arbres, puis ressortait pour continuer son va-et-vient. Finalement, elle disparut définitivement dans la forêt. On est resté là, tremblant. Mais à peine 10 minutes plus tard, on avait rallumé des bières et on riait à nouveau, essayant de se convaincre que ce n'était rien. Ce n'est qu'au matin que la réalité nous a frappés. Ce qu'on avait vécu était terrifiant. Et à partir de ce jour-là, plus jamais nous ne sommes retournés dans ces bois après la tombée de la nuit. C'était la première semaine de cours. Lors de ma première année à l'université de l'Iowa, je commençais à bien m'entendre avec mon colocataire. Il était obsédé par l'idée d'intégrer une fraternité et la fameuse Rush Week commençait la semaine suivante, mais les soirées débutaient déjà le jeudi. Mon coloc ne voulait pas y aller seul parce que c'était plus difficile de se faire des contacts comme ça, alors il m'a convaincu de l'accompagner. J'ai accepté sans problème, même si je n'avais aucun intérêt à rejoindre une fraternité. Après tout, j'étais bien décidée à profiter des fêtes et l'université avait une réputation de party school.
Il avait prévu une soirée le jeudi dans une fraternité de secours, puis d'autres dans des maisons plus prestigieuses le vendredi et le samedi. Son raisonnement, mieux valait avoir un plan B au cas où les plus grandes fraternités ne l'acceptaient pas. Ce jeudi-là, on s'est donc retrouvé devant une vieille maison de coin, loin du campus, dans un quartier miteux. Si ce n'était pas pour la musique hurlante et les voitures garées de partout, on n'aurait jamais deviné que c'était une maison de fraternité. Elle avait l'air d'avoir été choisie au hasard. On a frappé et la porte s'est ouverte sur un petit gars bedonnant, en t-shirt blanc, avec des auréoles de sueur aux aisselles et au ventre. Il tenait un gobelet rouge à la main et nous a fait entrer sans poser de questions. À l'intérieur, c'était l'enfer. Une pièce étouffante, mal éclairée, bourrée de peut-être 50 types collés les uns aux autres. J'ai dû croiser 2 filles à tout casser et honnêtement, elles ne faisaient pas rêver. Je me suis forcée à rester au moins 20 minutes. J'ai discuté avec quelques étudiants étrangers en surpoids, tous avec une énergie franchement étrange, limite antisociale. Au bout d'un moment, j'ai fait signe à mon coloc qu'il était temps de filer. Mais la bande de mecs agglutinés près de la porte nous a convaincus de patienter encore un peu, histoire d'éviter l'embarras de partir trop tôt. J'ai continué à boire les bières bon marché qu'ils servaient. Je crois que j'en avais déjà descendu 5 gobelets avant de ressentir un semblant d'effet. C'est là qu'un gros type s'est approché de moi, une petite bouteille à la main. Il me l'a tendue en souriant bizarrement. Ça va te mettre une vraie claque, mec. J'ai esquissé un faux rire, les remercier, espérant qu'il s'en irait. Mais non. Il restait planté là, ses yeux fixés sur moi, attendant que je boive. Alors je l'ai fait. C'était l'équivalent de 2 shots d'un alcool fort quelconque. Ensuite, il s'est mis à me parler, sans jamais me laisser une échappatoire. Chaque fois que j'essayais de mettre fin à la conversation, il me retenait d'une phrase, d'un geste, me coinçant un peu plus, et soudain, ça a commencé, mes yeux se voilaient, mes jambes flageolaient, le monde autour de moi s'assombrissait, tout tournait, le noir complet. Je me suis réveillée dans une chambre obscure, allongée sur un lit. La musique de la fête résonnait encore, étouffée par les murs. La pièce était plongée dans une semi-obscurité, mais je distinguais quelques meubles et une petite porte de placard. C'est alors que je l'ai entendu. Un bruit de plastique écrasé, comme un sac sur lequel on marche par erreur, mais venant du placard. Mon cœur s'est emballé. Sans réfléchir, je me suis levée d'un bond et j'ai fui la pièce, dévalant les escaliers à toute vitesse pour atterrir dans le salon bondé. J'ai retrouvé mon coloc et je l'ai poussé dehors, de force, en traversant le groupe de types qui bloquaient toujours l'entrée. Dans la voiture, sur le chemin du retour, je lui ai expliqué. J'avais été droguée. Il a voulu appeler la police, mais je l'ai arrêté. Selon moi, ça n'aurait servi à rien. J'étais hors de danger et porter plainte contre une fraternité aussi louche aurait probablement été inutile. Puis il m'a posé une question étrange, à voix basse. « Est-ce qu'ils t'ont fait du mal ?» J'ai vérifié. Aucun signe, pas de douleur. Mes vêtements étaient les mêmes, non. Mais ça m'a glacé de penser qu'il s'était posé la question. Quand j'ai regardé l'heure, j'ai réalisé que j'avais été inconscient à peine 10 minutes. Le type avait dû me filer une saloperie ratée, un produit mal dosé. Une chance pour moi, c'était ma première et dernière expérience dans une fraternité underground. Et encore aujourd'hui, je peux affirmer, sans hésiter, que c'est l'une des nuits les plus terrifiantes de ma vie. C'était mon premier semestre de 2e année et j'avais eu la chance d'obtenir une chambre seule dans le dortoir. Elle était située dans un coin du couloir, un peu à l'écart des autres chambres. Pour y accéder, il fallait tourner un angle, ce qui me donnait une certaine intimité. J'aimais bien, je pouvais recevoir des amis, mais aussi travailler ou dormir tranquillement, loin des bruits du reste de l'étage. Quelques semaines après la rentrée, alors que je révisais pour un examen de biologie, le silence fut brisé par un bruit léger. Il m'a fallu quelques secondes pour comprendre, c'était un petit tapotement contre ma porte, si discret que je l'avais presque ignoré. J'ai crié « Entrez !» Personne n'a ouvert. Intriguée, je me suis levée et j'ai ouvert la porte. Le couloir privé menant à ma chambre était vide. Personne. J'ai même jeté un œil au coin qui donnait sur le grand couloir principal. Rien. Quelqu'un devait me faire une blague. Je suis retournée à mon bureau, laissant cette fois la porte entr'ouverte. Plus aucun bruit. La nuit suivante, à peine quelques minutes après avoir éteint ma lampe de chevet, le bruit est revenu. Mais cette fois, ce n'était plus un simple tapotement, c'était un vrai coup, sec et répété, comme si quelqu'un frappait plus fort. Je me suis redressée et j'ai crié « Qui est là ?» Silence.
Je me suis levée brusquement et ouvert la porte. Encore une fois, le couloir était vide. Je me suis mise à courir jusqu'au coin du couloir principal. Rien. Le matin suivant, j'ai demandé aux autres étudiants de l'étage si quelqu'un s'amusait à me faire des blagues. Tous m'ont juré que non. La troisième nuit fut la pire. Je m'étais endormie depuis 3 heures quand un martèlement brutal m'a réveillée. Cette fois, la porte vibrait presque sous les coups. Je n'arrivais pas à décider si je devais l'ouvrir ou non. Mais une poussée de courage m'a fait bondir du lit. J'ai ouvert la porte d'un coup sec, vide encore une fois. Sauf que cette fois, je ne me suis pas arrêtée là. J'ai sprinté dans mon petit couloir, tourné au coin. Et là, j'ai vu. Une silhouette disparaissait derrière l'angle opposé. Au bout du long couloir principal, je me suis élancée à toute vitesse. Quelques secondes plus tard, j'ai vu une porte se refermer au fond, les toilettes communes. Le cœur battant, j'ai décidé d'affronter enfin celui qui me harcelait. J'ai poussé la porte avec force, noir complet, j'ai allumé la lumière. Personne n'a vu d'œil. Mon premier réflexe fut de vérifier les cabines. 2 portes étaient fermées. Je me suis mis à 4 pattes et j'ai regardé sous les cloisons. Et c'est là que je les ai vues. 2 bottes noires, massives, plantées sur le sol, derrière l'une des portes. J'ai pris une grande inspiration, puis d'un geste brusque, j'ai ouvert la cabine. Elle était vide. Les bottes étaient bien là, posées au sol, mais personne ne les portait. Et soudain, un rire. Un rire étouffé, grave, inhumain, le genre de rire que j'imagine sortir de la gorge d'un vieil homme dérangé. Toute ma confiance s'est évaporée d'un coup. Terrifiée, j'ai fui. Je me suis précipitée dans ma chambre, j'ai claqué la porte et me suis enfermée. Je suis restée recroquevillée dans mon lit, le téléphone serré dans mes mains. Les coups à la porte sont revenus encore une fois cette nuit-là, mais je n'ai pas bougé. Ils ont duré 30 secondes, puis le silence est retombé. Le lendemain, j'ai questionné tout le monde dans le dortoir. Personne n'avait rien entendu, tous juraient qu'il n'y était pour rien. À ce jour, je n'ai aucune explication. Mais d'après le rire et ses bottes lourdes, ce n'était pas un étudiant de mon âge, c'était quelqu'un de bien plus vieux. Et c'est précisément ça qui me glace encore le sang.